Comment vas-tu, le mal-aimé? Oui, les commerciaux sont mal aimés. Les commerciaux mal aimés, décidément, c'est le sujet. Alors, on va se tenter une expérience tout à fait inédite pour moi aujourd'hui. Je vais répondre dans une vidéo d'un de mes confrères, l'éminent Olivier Guérin, Moi, je me trouve bien, hein. qui est un garçon formidable avec lequel je m'entends super bien et il le sait très bien, qui réagit par rapport à mes derniers propos sur les origines finalement culturelles du fait que les vendeurs sont mal aimés. Et effectivement, on va très rapidement arriver au fait que ça date bien d'avant le cliché culturel amené par la télévision et le cinéma. Et là-dessus, on est bien d'accord. C'est-à-dire que quand Olivier va interroger des sources plus profondes, je veux dire qu'effectivement, tout commerçant, à la base, il est un peu suspect. Round up the usual suspects. Oui, mon capitaine. C'est pas pour rien si le dieu du commerce, Mercure, Hermès, était aussi le dieu des voleurs. Il y a une ambiguïté quand on crée un échange de valeurs qui revient à toujours être sûr qu'on va recevoir ce qu'on donne, qu'on va recevoir la juste valeur en échange. C'est une suspicion légitime. Mais c'est même pas lié à la fonction du commerce, c'est lié à des biais de perception qu'on a en tant qu'être humain, dont notamment ce qu'on appelle la perception schizophrénique, ce qui fait que n'importe quel individu qu'on ne connaît pas est a priori d'abord considéré comme un ennemi plutôt qu'un ami. C'est une bonne chose d'ailleurs, ça nous a certainement permis de survivre à pas mal de mauvaises rencontres. Néanmoins, c'est un biais qu'on a de façon automatique. Et donc, l'autre qui amène quelque chose est toujours vécu comme quelque chose de suspect. Qu'est-ce que t'as Tu veux te battre? Ouais, c'est vrai, tu m'impressionnes. Mais je voudrais qu'on s'attarde aux 4 fondements et aux 4 raisons qu'Olivier amène Et je pense qu'il y a 4 raisons fondamentales. pour pouvoir rebondir dessus et construire ensemble un peu plus de réflexion. Alors, je vais regarder la vidéo avec vous et on va réagir en live. La première, c'est que tous autant que nous sommes, nous avons un jour été bernés par un commercial. Ben non, je suis pas d'accord. En fait, je connais plein de gens qui sont jamais fait berner par un commercial. C'est même une question que je pose à mes stagiaires en disant, mais vraiment, cette réputation des vendeurs, est-ce que vous vous souvenez de la fois où vous êtes fait fameusement berner par un commercial? Et la majeure partie du temps, on me dit non. En fait, je me rappelle pas une vraie anecdote, je me rappelle pas un événement. Quand vous savez le poids que peuvent prendre les événements négatifs dans vos cerveaux, dans vos mémoires, arriver à me dire d'un côté, je me fais berner par les commerciaux, mais de l'autre côté, ne pas arriver à pouvoir me citer le moment où c'est arrivé, pour moi, c'est suspect. En fait, on se crée des faux souvenirs, où on a des impressions, mais la majeure partie des gens ne se sont pas fait berner par les commerciaux. Ça arrive, certains se sont fait vendre des produits, ainsi de suite. Mais pour moi, ils ne se sont pas fait berner par un commercial, ils se sont d'abord fait berner par un escroc. Voilà, donc c'est pas un motif légitime de dire on s'est tous fait berner par un commercial. Par contre, Olivier touche du doigt quelque chose de bien plus important. Et peut-être même que le plus coupable, c'est la personne qui s'est fait berner, donc elle se sent elle-même encore plus coupable, mais comme c'est plus facile de trouver un coupable extérieur, elle peut pointer du doigt un commercial. Olivier touche du doigt le fait que quand on a mal acheté, on a plus facile à accuser un commercial d'avoir mal fait son travail et donc vous avoir berné plutôt que d'avouer qu'on n'a pas fait son job en tant que client. Ça, c'est tout à fait véridique. On cherche des boucs émissaires, on cherche des causes de commercial, c'est le bouc émissaire tout trouvé. Et de toute mon expérience, je peux vous garantir une chose, les gens se mettent à rarement eux-mêmes en défaut. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Alors oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. On a une espèce de volonté de conserver une bonne image de nous-mêmes, même vis-à-vis de nous-mêmes. On a une tendance à mentir, non pas pour faire du mal aux autres, mais simplement pour conserver cette espèce de rapport qu'on a avec nous-mêmes et notre propre image. Et donc, ça nous amène une tendance à systématiquement accuser l'autre. Hein. Qui n'a jamais dit « Qui a bougé mes lunettes ?» ou « Où est-ce que tu as mis le tube de dentifrice ?» alors qu'en fait, on a probablement bougé soi-même et que c'est nous qui sommes responsables de savoir où on met nos affaires. Où t'as mis mon flambi? Quel bordel là-dedans. Mais c'est une tendance générale qu'on a à accuser les autres, et en termes effectivement de vente ou d'achat, on a beaucoup plus facile, humainement parlant, à blâmer l'autre plutôt qu'à se blâmer soi-même. C'est de nouveau une tendance tout à fait humaine qui trouve dans les rapports vendeur-acheteur une application tout à fait intéressante. Merde, il va que jusqu'au vin. Ça, c'est la bonne. Et la deuxième raison qu'Olivier amène est tout à fait justifiée. 2, il peut y avoir aussi un sentiment de décalage entre ce qui est vendu et ce qui est acheté. Quand il y a un gap de perception entre la valeur reçue et la valeur vendue, on peut avoir le sentiment de s'être fait escroquer. Vous voyez, c'est dodu, c'est juteux, 10 cm d'épaisseur. Et là... Vous avez vu cette chose molle, moche et ratatinée? Il n'y a personne qui pourrait me dire où se trouve l'erreur.
Mais ça revient au point qu'il venait d'évoquer avant. Si l'acheteur a mal fait son travail, s'il a mal évalué la valeur de ce qu'il comptait acheter, s'il s'est fait des fantasmes et que quelque part le commercial n'a pas aidé à redescendre un peu sur terre, il y a un gap de valeur et de nouveau, qui est-ce qu'on va accuser? C'est le commercial. C'est toujours plus facile d'accuser l'autre et de se décharger là-dessus en disant il m'a mal conseillé plutôt que j'ai mal pris les devants ou j'ai pas tout analysé dans la situation. Et donc là, le rôle de conseil d'un commercial, il est évidemment très fort, ce qui m'amène à toujours dire qu'on prend une grosse responsabilité quand on vend quelque chose à quelqu'un. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et que quelque part, plutôt que d'appuyer que sur le positif des choses et que vendre des choses merveilleuses, il faut aussi apprendre à anticiper, à vraiment comprendre les besoins d'un client pour éviter ce gap de valeur et parfois même le confronter à des réalités qui sont plus dures que ce qu'il ne pensait. Troisième raison, la vente n'est pas un jeu. Alors même si c'est un jeu de prospecter, on pourrait imaginer ça, on joue un coup, on perd, mais peu importe, on gagne, on perd, peu importe. Mais à partir du moment où on considère la vente comme un jeu, eh bien un gagnant et un perdant. Alors là, point super intéressant. Olivier, la vente n'est pas un jeu. Bah si, en fait si, mais c'est pas un jeu gagnant-perdant. C'est ça le truc, c'est qu'en fait on a confondu deux choses. Le jeu, c'est pas forcément en soi quelque chose qui induit une position de gagnant et de perdant. Il y a des jeux coopératifs, il y a des jeux de collaboration. Quand on construit des choses ensemble, c'est un jeu aussi. On peut jouer avec une volonté de faire gagner tout le monde ou perdre tout le monde. Et c'est ça, en fait, le vrai jeu du commercial. C'est d'arriver, et tu le dis en substance, hein, donc là, on est d'accord que j'ergote, mais c'est important de comprendre ça. Tous les jeux ne sont pas gagnants-perdants. Tous les jeux ne sont pas à somme nulle. Il y a des jeux de coopération qui peuvent amener des résultats fantastiques. Or, le vendeur et le client ont un jeu de coopération ensemble qui est de maximaliser la valeur de l'ensemble de ce qu'ils ont à proposer. À savoir que ce que moi je te propose en tant que vendeur doit représenter énormément de valeur pour toi en tant qu'acheteur. Et à ce moment-là, effectivement, le jeu a lieu, tout le monde gagne. C'est pas le fameux win-win, c'est on crée ensemble quelque chose. Je préfère imaginer que la vente, c'est plus comme un jeu où on construit quelque chose ensemble et on est fier du résultat final, plutôt que chacun repart avec un gain dans cette espèce de volonté de faire du win-win. Hein. C'est un peu ça l'idée. Mais donc oui, la vente est un jeu, et Dieu merci, on joue. Mais on joue dans l'intérêt de l'autre. On joue à essayer de construire ensemble la meilleure solution possible pour les deux. Ce qui nécessite encore évidemment toutes les qualités dont tu vas parler dans un instant sur la quatrième raison. Quatrième raison. Les commerciaux sont mal aimés parce qu'ils ne sont pas intéressants, en règle générale. Pourquoi ils ne sont pas intéressants? Parce qu'ils ne se posent pas de questions. Pas les bonnes, pas celles qu'il faudrait, pas celles qui creusent le passé, pas celles qui projettent sur l'avenir. Le niveau de discussion reste rase moquette. Alors, cherchez à comprendre vraiment ce que votre client veut atteindre. Quel résultat, en fait, il veut atteindre. Et d'ailleurs, vous seriez bien inspiré de savoir vraiment ce que peuvent faire vos clients avec vos produits et vos services, parce que sinon, la conversation ne sera jamais intéressante. Et sur la quatrième raison, évidemment, on est super d'accord. Évidemment, les commerciaux ne sont pas intéressants parce que beaucoup confondent leur métier avec de la démonstration de produits ou juste de la réponse aux questions du client. C'est pas ça notre job. Notre job, c'est effectivement nous rendre intéressants. J'aime bien l'adage qui dit pour être intéressant, il faut être intéressé, Olivier Le Cite. C'est un adage qui est mal compris. C'est-à-dire que tous les commerciaux ont la réputation d'être intéressés parce qu'on confond intérêt et intérêt. L'intérêt, on le porte sur l'autre. L'intérêt, on le porte sur ce qu'on peut construire avec lui. On porte sur le résultat. On ne porte pas uniquement et seulement sur ce qu'on va gagner de cette transaction. Sinon, on revient dans l'idée du jeu gagnant-perdant. Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. Donc moi, effectivement, mes clients m'intéressent. Ils m'intéressent dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils fabriquent, dans ce à quoi ils vont utiliser une formation commerciale, par exemple, ou quels sont leurs enjeux. Et là, je rejoins entièrement Olivier. On est de la même école, lui et moi, même si des milliers de kilomètres nous séparent. On a comme espèce de vœu fou, tiens, il est en train de m'appeler d'ailleurs, de vœu dingue, d'essayer de faire en sorte que les commerciaux posent un maximum de questions. D'ailleurs, là, je vais le prendre et je vais lui demander l'autorisation d'utiliser sa vidéo. Salut Olivier! Comment vas-tu, le mal-aimé? En fait, ce que je réalise, c'est qu'en fait, je me fais marrer moi-même. Mais évidemment, mais t'as raison. Bon, c'est sans doute un peu grave, mais bon, du coup, tant pis, moi, ça me fait marrer en tout cas. Alors, je t'explique pourquoi je t'appelle. Je t'appelle parce que je suis en train d'enregistrer une réponse à ta vidéo. Et tu sais quoi?
Tu sais quoi, j'étais tellement en train d'enregistrer une réponse à ta vidéo que je t'ai mis sur haut-parleur et que je suis déjà en train de t'enregistrer. Mais je ne passerai tout ça évidemment qu'après ton accord. Bon, bah il est d'accord, donc on va pouvoir poursuivre cette expérience jusqu'à son bout. Merci Olivier de ta confiance. Donc en guise de conclusion, sur tes 4 points, Olivier, sur ces 4 points fondamentaux, je voudrais ajouter une couche supplémentaire. Je veux dire, on peut peut-être faire quelque chose sur chacun de ces points. Alors, sur le fait que tout le monde s'est fait bananer ou baratiner ou escroquer ou avoir par un commercial. Ce que je pense qu'il est faux. Si vous êtes d'accord avec moi et que vous pensez que c'est vraiment assez rare fondamentalement le fait de vraiment se faire avoir par un commercial, la prochaine fois que vous entendez quelque chose du genre « Ah, les commerciaux, ils sont forts pour arnaquer les gens » ou « Ah là là, encore un baratineur qui va nous embobiner », poussez la personne dans sa réflexion et dites-lui, tiens, raconte un peu, c'est quand la dernière fois que tu t'es fait avoir par un vendeur? C'est quand la dernière fois que tu t'es fait baratiner ou balader par un commercial? Raconte-moi. Et je peux vous garantir que dans la majeure partie des cas, ils vont pas avoir de souvenirs précis. Parce que ça se repose sur rien. C'est une croyance à laquelle on essaie de donner une espèce de consistance, mais qui ne repose sur pas grand-chose. Au pire, on vous donne une très bonne anecdote d'une vraie arnaque commerciale, je serais ravi de l'entendre. Mais la majeure partie du temps, vous verrez que ça se fonde sur rien. Et si quand bien même quelqu'un vous sort une anecdote d'un commercial qui l'a un petit peu arnaqué ou l'a un petit peu poussé, vous pouvez toujours lui poser une deuxième question en disant, en proportion des commerciaux qui t'ont déjà aidé à trouver ce que tu voulais, tu estimes ça de combien à combien? Entre le commercial qui t'a un peu forcé une vente ou qui t'a pas livré la valeur que tu voulais et l'immense majorité des vendeurs et des commerciaux qui t'ont aidé à acheter, tu fais la proportion comment? C'est combien à combien? Vous verrez très bien que vous allez tomber, à mon avis, sur du 90-10 et j'espère sur du 99-1. Ça, c'est pour la première chose. Sur la deuxième chose, sur le delta de valeur entre la valeur proposée et la valeur souhaitée, soyez intransigeants. Vous devez aller très loin dans la découverte du client pour bien comprendre la valeur que lui échafaude et arriver à faire matcher ça avec la valeur que vous êtes capable de réellement de produire. Ce qui vous oblige, vous, et je serai intraitable là-dessus en permanence, à proposer des produits dans lesquels vous croyez, à proposer des services dans lesquels vous avez foi, vous avez confiance. C'est quelque chose sur lequel je vais tout le temps taper au point que vous en êtes lassé, mais c'est important. Parce que si vous-même, vous avez un gap de confiance entre la valeur que vous proposez officiellement et la valeur réelle que vous délivrez, alors là, oui, vous ouvrez la porte à continuer à avoir une mauvaise réputation de tous les vendeurs. Et ça, c'est grave, non seulement pour vous, pour votre job, mais pour moi et pour tous les vendeurs de la Terre. Donc, ne faites plus ça. 3, oui, considérez que la vente est un jeu. Mais pas un jeu à somme nulle. Considérez que quand vous faites une vente avec quelqu'un, vous êtes comme deux gamins qui ouvrent une boîte de Lego et qui allaient construire quelque chose ensemble. On peut pas être contre quelqu'un quand on construit un grand Lego ensemble. On est pour. Alors, bossez comme ça, bossez dans la construction de valeur. Chaque brique que vous apportez, chaque brique que vous allez chercher chez votre client, qui lui sait comment il va utiliser vos produits et vos services, sont constitutifs de valeur. Et c'est celle-là qu'il faut aller chercher. Donc, jouez avec vos clients. Mais considérez que c'est pas un jeu gagnant-perdant, ni même un jeu gagnant-gagnant, mais c'est un jeu créateur, on va créer la valeur ensemble. Et 4, évidemment, 4, posez des questions, faites de la découverte, rendez-vous intéressant parce que vous montrez que vous êtes intéressé. La denrée la plus rare aujourd'hui, c'est de l'attention, vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas demander l'attention de quelqu'un si vous ne lui donnez pas d'abord votre attention. Sachez écouter, sachez mettre les clients sur cette forme de piédestal qui fait que vous les regardez vraiment pour ce qu'ils sont, vous les écoutez profondément et pleinement, vous vous intéressez réellement à eux. Et ça vous oblige aussi à travailler avec des gens intéressants. Parce que, de nouveau, si vous passez votre temps à faire semblant de vous intéresser à des gens qui vous intéressent pas vraiment, vous êtes aussi dans une forme d'escroquerie. Et là aussi, je serai intraitable, intransigeant. Travaillez avec des gens que vous êtes capable d'aimer, d'estimer, et avec lesquels vous avez envie de bosser. Ça vous rendra 100 fois meilleur sur le long terme. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo d'Olivier que je remercie d'avoir faite et de m'avoir cité parce que c'est encore génial de pouvoir travailler dans l'intelligence collective et le partage. Et puis on se retrouve à une prochaine occasion dès que possible. Soyez heureux, faites des clients heureux, faites de belles ventes et à très bientôt. T'es trop fort en montage vidéo. J'adore ce que tu fais parce que je trouve que c'est toujours chiadé et tout. Et moi, je me dis, merde, je suis vraiment, au niveau technique, là, je dois prendre de la graine. Mais tu rigoles ou quoi? T'as un beau fond, t'as une belle image, t'as une bonne caméra, t'as même des verres anti-reflets, t'as un micro-cravate et tout, la totale. Arrête, on va tous. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.